Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous, et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour. C'est Ahmed Bedjaoui qui a le plaisir de vous retrouver sur les ondes d'Efriqiya FM pour vous parler de cinéma et en particulier de cinéma africain, bien sûr. Je vous disais lors des 2 dernières émissions que le cinéma égyptien, qui est un grand pays de cinéma, l'Égypte est un grand pays de cinéma sur le continent africain, et qui fête son siècle, ses 100 ans de production cinématographique nationale, et qui est un cinéma, l'un des rares cinémas africains qui se singularise par un fait majeur, c'est que il n'a finalement, après 1919 où l'occupant britannique a été chassé, ce cinéma est né dans la liberté nationale, donc ce n'est pas un cinéma qui a connu la période coloniale comme beaucoup de nos autres cinémas, que ce soit en Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud ou l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors, je vous parlais toujours de ce cinéma indépendant, de ce cinéma nouveau qui est apparu dans le cinéma égyptien. Le problème, c'est que 10 ans après la Révolution, à quoi ressemble le cinéma indépendant se demande Youssef Chezli, le directeur de Zawiya, le seul cinéma d'art et d'essai du Caire. Aujourd'hui, il affirme avec de manière un peu excessive, parce que je trouve que c'est un peu schématique. Ce cinéma ne ressemble à rien, selon moi, dit-il. Il est inexistant, ce qui est un peu excessif, encore une fois. Si l'on regarde le programme de notre cinéma, on constate que l'on diffuse très peu de films égyptiens. Il y a peut-être 1 ou 2 films qui sortent par an, alors qu'on en avait beaucoup plus. Là, il parle évidemment de films d'auteurs, de films indépendants, pas de l'ensemble du cinéma égyptien, qui commercialement produit énormément plus, mais ça il ne mentionne pas. Il y a peut-être 1 ou 2 films qui sortent par an, alors qu'avant on en avait beaucoup plus, dit-il. C'est un problème. Les choses ont changé, se désole Youssef Chezli, donc, en prenant soin de choisir chaque mois avec précaution. Là, on est beaucoup plus dans une logique de survie que dans une logique de prospérité. On est plus porté par cette énergie qui faisait que tout était possible. Quand on parle de cinéma égyptien, il faut parler des salles de cinéma. Évidemment, c'est pas un problème qui est particulier à l'Égypte, c'est un problème qui concerne tout le continent, le problème de l'audience, le problème de la disponibilité des salles et de la présence du public. Ce cinéma qui pratiquement
va chercher la reconnaissance à l'étranger, mais qui a du mal à accéder à son public, à son propre public. En Égypte, pour 100 millions de personnes, il y a seulement 400 salles. C'est très peu. 400 salles, c'est pour le cinéma égyptien commercial et les blockbusters américains. Du coup, les films indépendants peuvent sortir dans 2 ou 3 salles seulement. Ils ont du mal à sortir sur un grand écran, analyse la cinéaste. Je dirais que depuis ces 10 dernières années, depuis quelques années, plusieurs multiplex se sont construits en Égypte et que la capacité d'accueil pour le public s'est renforcée. Marianne Khoury a été pendant 30 ans une proche collaboratrice de Youssef Chahine, mais en fait c'est sa nièce, puisque son père était déjà producteur, Jean Khoury était producteur des films de Youssef Chahine, et donc c'est Marianne Khoury et Gabriel Khoury, son frère, qui ont repris la société de Youssef Chahine, qu'il a dû monter lorsque il a été un peu mis à l'écart après la mort de Nasser. Nous avons besoin de plus de cinéma, de salles de cinéma comme Zawiya, plaide l'acteur Amir El-Masri, 30 ans, qui s'est fait connaître grâce à son rôle de réfugié syrien dans la comédie Limbo, que nous avions projeté dans le cinéma, dans le festival du film engagé à Alger il y a 2 ans, en plus d'apparitions dans Star Wars ou les séries anglaises Industry et The Night Manager, dans laquelle il joue un commis de cuisine pleurant de joie en apprenant la démission de Moubarak. Vous voyez, c'est quand même des acteurs qui arrivent à émerger dans l'industrie cinématographique. C'est l'endroit parfait pour découvrir des jeunes cinéastes égyptiens. Nous avons besoin de tels espaces, c'est-à-dire, il parle bien sûr des salles d'art et d'essai, et encore plus encore, martèle-t-il avec enthousiasme. Fondé en mars 2014, Zawiya a déménagé en septembre 2018 dans un cinéma du centre-ville, doté de 2 écrans avec une capacité totale
de 387 places, ce qui est évidemment beaucoup plus confortable. Dans la ville la plus peuplée du continent africain, avec, je vous le rappelle, plus de 20 millions d'habitants, le monopole de Zaouïa en tant que seul cinéma d'art et d'essai, bien sûr, j'ai dit il y en a deux puisqu'il y a la petite salle de la Cinémathèque, aurait dû en théorie lui assurer de faire salle comble. En pratique, lorsque nous avons visité les lieux, les rares, dit le journaliste, les rares spectateurs chuchotaient en français, anglais ou arabe, perdus au milieu d'un océan de sièges vides. Avec une moyenne de 70 000 entrées par an, ce cinéma reste bien en deçà de son objectif qui est de vendre entre 80 000 et 100 000 tickets annuellement s'il veut atteindre à l'équilibre. Et à cause de la pandémie du coronavirus, on devrait faire bien moins que la moyenne cette année, précise Youssef Chazli. On espère pour lui que la reprise après la pandémie a été plus bénéfique et que ce cinéma a réussi à faire des bénéfices. Bien sûr, il y a le problème aujourd'hui de la reconnaissance à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte. Dans un pays où un tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté, la place de cinéma aussi entre 50 et 100 livres égyptiennes, c'est-à-dire entre 3 et 6 euros à peu près, ce qui est beaucoup. C'est un luxe c'est inabordable pour de nombreuses familles, ce qui explique pourquoi le nombre d'entrées globalement a baissé par rapport à la taille du pays, résume Mohamed El-Habsi. Celui que l'on décrit comme l'un des plus grands producteurs du Moyen-Orient nous a donné rendez-vous, dit le journaliste de l'Orient le Jour, dans un hôtel très chic du quartier de Zamalek. Pour ce qui est du cinéma indépendant, c'est de toute façon un public très riche. J'ai produit des films qui sont allés à Cannes, mais qui ici font très peu d'audience. Aujourd'hui, ça ne nous surprend pas. Le public est riche, mais le public n'est pas nombreux. Il est cultivé, il est à haut niveau, mais malheureusement, il se compte sur le bout des doigts. Le fossé entre ce cinéma et le grand public demeure immense. Mais je pense que l'écart va petit à petit se résorber, veut croire celui qui a notamment produit Youm Eddin, qui a été en compétition pour la Palme d'Or à Cannes en 2018. Et effectivement, on constate que depuis la fin de la pandémie, ce fossé commence un peu à se résorber. Ainsi vit le 7e art, célébré par la critique de la Mostra de Venise et la Berlinale de Berlin, ignoré par le grand public à domicile. Cela semble difficile pour un film d'auteur d'être un succès commercial en Égypte. La meilleure opportunité pour le cinéma indépendant, ce sont les festivals étrangers. En même temps, je pense que c'est en train de changer, être reconnu à l'international. Ça aide quand on revient ici, assure Marianne Khoury. Alors, je précise quand même que aujourd'hui, grosso modo, il y a 500 salles en Égypte, 500 écrans en Égypte, et même plus parce qu'il y a des multiplexes, et que cela reste quand même beaucoup, beaucoup plus important que n'importe quel pays un autre pays d'Afrique. Donc ça reste quand même... C'est pour ça que je pense que tous ces interlocuteurs sont un petit peu excessifs et qu'ils ne réalisent pas que les échelles de valeur de comparaison sont quand même à la faveur du cinéma égyptien, malgré tout, même si ce cinéma a connu des heures de gloire plus importantes. Mais il garde de beaux restes.
Il ne fait aucun doute que de nombreux réalisateurs se tournent avant tout vers l'étranger pour faire vivre leur cinéma. Projections, prix prestigieux, subventions, une tournée de capitale européenne et souvent l'étape incontournable pour obtenir le soutien dont ces cinéastes n'arrivent pas à bénéficier chez eux. Et là aussi, on parle de cinéma indépendant, de cinéma qui n'attire pas beaucoup de grand public, tandis que l'autre cinéma réussit quand même en Égypte à trouver des financements. La dépendance des investissements étrangers n'est toutefois pas sans conséquence sur les choix des histoires racontées. Ça, c'est fatal. Les plateformes qui offrent des fonds veulent surtout des histoires sur la Révolution, ou les droits des femmes, ou des minorités. Donc, d'une certaine manière, il y a un encouragement à la subversion, à la critique contre le pays, ce qui est quand même quelque chose d'insidieux et de pervers. Et une perversion de ces aides. Des récits qui sont bien sûr importants, mais qui sont basés sur pas mal de clichés. Si on veut raconter autre chose, alors, bien sûr, les financements vont devenir plus difficiles à trouver. Estime un réalisateur un peu amer. Ça donne des films qui ne sont pas vraiment authentiques, confirme Maged Nader. Vous voyez, c'est quand même, ils reconnaissent que dépendre des financements étrangers n'est pas innocent. Certains cinéastes proposent un regard même simpliste, pour ne pas dire orientaliste, c'est-à-dire avec cette connotation de la peinture orientaliste qui était adossée un peu à la culture coloniale. Un regard simpliste sur leur propre pays afin de cocher les cases pour plaire à l'étranger. Ça, c'est une question vraiment vitale pour le cinéma égyptien. C'est la question que se posent certains cinéphiles du Caire qui découvrent parfois avec perplexité des films égyptiens qui font carrière en Occident. Certains critiques considèrent ce cinéma comme hors sujet, pour ne pas dire antinational, dès lors qu'il s'adresse plutôt aux étrangers qu'aux Égyptiens. Alors évidemment, la question pour pouvoir rester authentique et s'adresser au public local, c'est de pouvoir contourner l'autocensure et contourner également la censure. C'est vrai qu'il y a des règles, il y a des lois contraignantes dans le pays, et pas que là, qu'il s'adresse à un public local ou international, ou qu'il tente de trouver un équilibre de narration pour s'adresser aux deux, et qui se soucie au nom de l'audience, les cinéastes égyptiens sont soumis quand même à une censure de la même façon. Officiellement instituée en 1914 par le pouvoir colonial britannique, donc vous voyez que la censure a existé comme en Algérie d'ailleurs, de l'époque coloniale, et a été très très stricte. Donc les pays ont hérité de mesures et d'une législation qui relevait de l'empire colonial. Et ce contrôle visait la sauvegarde de la morale publique, disait le code de censure coloniale, mais a surtout été perçu par les autorités comme un impératif politique. Tout au long de la période du protectorat, les réalisateurs égyptiens devaient s'abstenir de toute critique des étrangers, des fonctionnaires, de l'autorité de l'État, des institutions religieuses ou de la monarchie qui était sous tutelle, y compris des monarchies des autres pays, au passé ou au présent. Vous voyez que c'était quand même très limitatif. Et puis en 1938, la Chine devient ainsi
La Chine, c'est le titre d'un film, c'est pas la Chine le pays, mais c'est le titre d'un film, devient ainsi l'un des premiers films à être formellement interdit. Il était réalisé par un cinéaste allemand, Fritz Kamp, comme je vous l'ai dit, les cinéastes allemands qui ont fui l'Allemagne après la guerre de 14-18, se sont installés là et ils étaient dominants dans le cinéma égyptien au début. Cette fable des Mille et une nuits, qui était en noir et blanc, dépeint un royaume médiéval où un sultan gouverne depuis son somptueux palais un peuple qui, lui, reste au bord de la famine. L'interdiction du film au lendemain de la sortie force les studios Misr à tourner une fin alternative. Le despote n'est plus assassiné lors d'un soulèvement populaire, mais triomphe sous les applaudissements de ses sujets qui se massent aux portes du palais en scandant « Vive le sultan ». Voilà, je vous laisse sur cette parodie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Ciné Ifriqiya. Je remercie Sid Ahmed Belli, le réalisateur, et les techniciens, ses collègues qui l'ont accompagné pour la réalisation de cette émission. Et je vous laisse en compagnie des programmes de Ifriqiya FM. À très bientôt.